Je vous retrouve pour le plateau de l'invité. Merci de rester fidèle au programme du soir sur Nouveau World. Bienvenue. Si vous nous rejoignez dans ce numéro consacré à la langue maternelle, nous parlons des conséquences du sevrage linguistique. Et pour aborder la question ce soir, deux invités sur ce plateau. Avec moi, le professeur Kokou et Sodina Péré. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Lomé et responsable de Erlenco, équipe de recherche en linguistique et communication. Bonsoir professeur et bienvenue. Bonsoir, monsieur Rohr. Notre deuxième invité sur ce plateau, Dr Nyandi Nabine. Vous êtes enseignant-chercheur également à l'Université de Lomé et membre de Erlenco, équipe de recherche en linguistique et communication, Université de Lomé. Bonsoir docteur et bienvenue. Bonsoir. Alors, avec vous, nous parlons aujourd'hui de la langue maternelle et des conséquences du sevrage linguistique. Mais avant d'aborder la question, je vous ai présenté comme étant des membres de l'équipe de recherche en linguistique et communication, Erlenco. Professeur, dites-nous, qu'est-ce que c'est qu'Erlenco? Qu'est-ce qu'une équipe de recherche à l'université? Et vous, spécifiquement à Erlenco, que faites-vous? Merci beaucoup pour cette question. Alors, nous avons, je peux dire, l'acronyme ou le sigle SRU. Structure de recherche universitaire, ça fait un acronyme qui regroupe les équipes de recherche, les laboratoires et les centres de recherche sous le chapeau de la direction de la recherche et de l'innovation de l'Université de Lomé. Alors, Erlenco, c'est une équipe de recherche, donc c'est notre équipe de recherche logée donc à la FLAC, au département des sciences du langage, qui a pour objectif de faire des recherches, d'étudier les langues et de faire ressortir les résultats pour le compte de l'enseignement des langues nationales, en l'occurrence les langues du Togo. Et donc, c'est ce qu'on fait à Erlenco. Erlenco, c'est équipe de recherche en linguistique et communication. Donc, nous avons les deux gros morceaux, en partie la linguistique et en partie la communication. La communication. Ok. Merci beaucoup, professeur. Quelque chose à ajouter, docteur? Non, sauf que nous organisons entre-temps des activités de nature à promouvoir des langues nationales comme les ateliers. Nous avons aussi des colloques et aussi des hommages à l'endroit des professeurs qui ont marqué le département de linguistique et la linguistique en tant que discipline. Voilà. Alors, je reste avec vous, docteur, pour parler de la thématique principale de cette rencontre, la langue maternelle. Qu'est-ce que c'est que la langue maternelle? Et pour aller très brièvement, la langue maternelle, c'est la langue de l'origine socioculturelle d'une personne. Voilà, c'est-à-dire la langue avec laquelle on est d'une manière générale. Voilà. Si les parents sont d'une certaine localité, l'enfant acquiert de droit cette langue comme étant sa langue maternelle. Si mes parents sont kabyles, ma langue maternelle, c'est le kabyle de droit. Voilà. Professeur, est-ce que cette règle s'applique à toutes les situations? Parce que on sait qu'on peut avoir des parents qui ne parlent pas forcément la même langue. Il se peut que mes parents parlent une langue, mais qu'on soit dans un milieu où on ne parle pas cette langue-là, finalement, y a-t-il autre chose à ajouter sur cette définition? Bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire. Si nous avons réfléchi à la thématique du sevrage linguistique, c'est allant dans ce sens. Alors, la définition que donne l'UNESCO risque de nous prendre au piège. Pourquoi? Parce que l'UNESCO insiste sur le fait que c'est la première langue que l'enfant acquiert dans la famille à la naissance. Et ça peut être autre chose que la langue des parents. Et ce faisant, nous constatons que la plupart des enfants, des intellectuels, commencent par le français. Et souvent, c'est le cas. Et donc, on dirait que le français, c'est leur langue maternelle, alors que les parents ne sont pas locuteurs natifs de cette langue. Ils l'ont apprise, bien sûr. Donc, ça fait que lorsque les parents sont dans un milieu, l'enfant peut justement parler la langue du milieu. Mais cette langue, bon, elle est véhiculée, mais elle n'est pas systématiquement la langue maternelle de cet enfant. Et ça fait que dans cette situation, eh bien, on peut penser que l'enfant pourrait acquérir plus d'une langue. Parce que si le père parle kabyle, la mère parle évé, l'enfant a deux langues maternelles au départ et ça fait une richesse pour lui. Alors donc, c'est finalement relatif, ça dépendra de la situation dans laquelle l'on se trouve. Oui, relatif, mais ça dépend également des parents. Parce que, bon, si les deux parents sont tous locuteurs de l'évé,
ils sont dans une région comme Bassa, et il ne manque pas de parler via l'enfant. Même si l'enfant peut acquérir quelques éléments de la langue Tcham, ça n'empêche pas que les parents continuent à parler leur langue pour que l'enfant puisse avoir un soubassement socio-culturel de sa langue. Donc là, sa langue maternelle sera toujours levée. Sa langue maternelle sera toujours levée. Okay. Et en plus de cela, il acquiert une autre langue qu'on appelle langue seconde. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Alors, quelle est l'importance d'une langue maternelle? Parce que nous allons aborder la question de sevrage. Une langue maternelle, elle sert à quoi? Vous avez présenté un contexte tout à l'heure, professeur, où on peut être d'une langue maternelle et acquérir une langue seconde, ce que vous appelez langue seconde. La langue maternelle a-t-elle une importance particulière? Et si oui, quelle est cette importance-là? Justement, la langue maternelle a une importance capitale. Et premièrement, ça permet à l'enfant d'asseoir son développement cognitif. Ça lui permet également de se développer, de développer ses compétences linguistiques à partir des ressources de son milieu, les ressources endogènes. Alors, nous constatons que l'enfant naît dans une famille. Et tout autour de la famille, il y a des concepts. Et les concepts immédiatement acquis par l'enfant, c'est la parenté, la terminologie, le vocabulaire de la parenté. Comment on appelle le père, la mère, et ensuite les frères, les sœurs. Alors, c'est déjà un acquis pour que l'enfant puisse s'ouvrir davantage à un public plus large, alors qu'on va appeler grand-père, grand-mère, oncle et toute autre chose. En dehors de cela, on a également cette richesse du vocabulaire au niveau de l'appellation des différents plats, des nourritures qu'on fait dans la famille. Vous voyez, donc, si l'enfant rate ça, ça fait que le premier niveau qui constituerait sa richesse linguistique et culturelle est déjà faussé et ça nous amène tout droit vers cette notion de sevrage. Alors, avant d'aborder la notion de sevrage, est-ce que quand le premier niveau est faussé, que risque-t-on? Que fait-on d'abord pour que le premier niveau soit faussé, c'est-à-dire qu'on ne maîtrise pas peut-être comment on appelle papa, maman dans sa langue, et si on ne maîtrise pas pour autant qu'on pourra le maîtriser dans une autre langue, est-ce que ça ne résout pas le problème? Au fait, d'abord, la langue est l'instrument par lequel l'on apprend. La langue est le soubassement de tout cet apprentissage. Et si l'enfant ne maîtrise pas sa langue, il risque de se produire dans son schéma psychique un conflit linguistique. Ça y est, dans son cerveau? Dans son cerveau, dans son cerveau, tout un combat entre deux langues, puisqu'on ne sait pas trop quelle langue domine laquelle. Si bien que l'apprentissage... Il faut qu'une langue domine l'autre? Oui, il faut qu'il y ait une langue qui soit le soubassement. Ok. De l'apprentissage, soit d'une deuxième langue, soit de toute autre matière. Okay. Mais si l'enfant n'arrive pas à bien maîtriser une première langue qui, en principe, est sa langue maternelle, si il a grandi dans son milieu socio-culturel, donc il ne pourra pas développer toutes les compétences que le professeur a énumérées tout de suite pour pouvoir acquérir d'autres compétences, que ce soit linguistiques ou disciplinaires. Alors, professeur, je ne sais pas si c'est moi qui comprends mal, mais ça pourrait expliquer pourquoi peut-être avant, on attendait que les gens grandissent un peu, qu'ils sachent parler et qu'ils aient atteint un certain âge avant de les envoyer à l'école. On suppose que là, ils ont bien compris leur milieu, ils maîtrisent tout concernant leur langue avant d'aller à l'école. Est-ce que ce n'est pas plutôt un élément retardateur de l'éducation de l'enfant? Ce n'est pas un élément retardateur parce que certains parents qui n'ont même pas été ou qui n'avaient pas été à l'école avaient déjà ce flair-là. Nous allons prendre des exemples précis pour appuyer ce que nous disons. Et nous avons deux situations. Un enfant en famille acquiert sa langue maternelle. À l'école, il acquiert une autre langue. On peut l'appeler langue étrangère ou langue seconde. Le français, par exemple, l'anglais, par exemple. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous parlons de racines. Et il y a un terme qu'on appelle transfert, c'est-à-dire il faut avoir des éléments d'attaque. Lorsque l'enfant acquiert sa langue maternelle, je donne un exemple d'une rédaction ou un conte. On demande par exemple au CM2 à un enfant ou aux enfants lors d'un examen de raconter, d'écrire un conte et de le finir avec une leçon de morale. Alors, nous avons deux situations. Un enfant qui n'a jamais entendu ou lu un conte dans sa langue maternelle et qui subitement est devant ce sujet, comment il va opérer s'il n'a jamais entendu parler de ça. Alors souvent, au village, nous sommes contents d'écouter les contes de nos grands-parents. Et déjà, en français, quand on va me demander un conte, eh bien, j'avais déjà des éléments. Je peux les transférer pour produire cela en français. Ça fait un acquis. Les psychopédagogues appellent ça un appui linguistique, un transfert linguistique. Mais l'enfant qui, subitement,
commence avec le français. Souvent, on ne fait pas les comptes en français. Souvent, c'est ce que nous constatons. Cet enfant aura des difficultés. D'autres éléments, souvent nous parlons des outils linguistiques de nos langues maternelles. Par exemple, cette richesse vocabulaire de la parenté, le vocabulaire de la mathématique. Nous avons une richesse mathématique. Un enfant élevé qui acquiert le système de comptage, par exemple, il aura peu de problèmes pour affronter les opérations mathématiques dès la 6e ou même déjà à l'école primaire. Expliquez-moi mieux, j'ai mal compris. Je vous donne des exemples. Lorsque nous prenons en français, on dit 20 par exemple. Alors 20, on dit blave en élevé. Vous voyez que 20 c'est un chiffre compact. L'enfant ne peut pas comprendre ce qu'il y a dans 20. Mais dans blave, il comprend qu'il y a 20. Ça veut dire que quelque chose deux fois. Il a compris déjà la multiplication et même l'addition. Ça fait ça plus ça deux fois pour donner un chiffre supérieur. Vous voyez, ça fait le dénombrement qu'on nous a enseigné, peut-être en 6e, et on avait des difficultés. J'étais nul dans ça. Alors qu'on a ça en élevé, on a ça en carré, vous voyez. Un autre exemple qu'on donne souvent, la soustraction. Lorsque vous dites par exemple de cato, quand je dis ponotole, ça fait déjà une soustraction. Par exemple. On n'a pas cette compétence linguistique en français. Vous voyez, cette richesse, si on la transfère aux enfants, l'enfant a perdu beaucoup de choses en mathématiques. Vous voyez, c'est des, je peux les appeler prérequis. Si l'enfant a ça dans sa langue, c'est des prérequis pour affronter donc une deuxième langue comme le français ou l'anglais par exemple. Ok, et docteur, quelque chose à ajouter sur cette notion? Oui, sinon renchérir ce que le professeur dit en disant qu'en réalité des études ont été menées et qui ont montré que les élèves qui ont acquis, qui ont maîtrisé ou bien qui ont une certaine maîtrise de la langue maternelle s'en sortent mieux à l'école que ceux qui n'ont pas cette maîtrise-là. Parce que comme il a dit, maîtriser sa langue maternelle, c'est que chaque langue maternelle confère à l'enfant certains éléments dont il peut se servir pour apprendre d'autres langues et même d'autres matières. Et donc, ne pas connaître sa langue maternelle et sauter directement à apprendre une langue étrangère pourrait être un handicap au développement de l'enfant. Oui, du point de vue éducationnel et aussi du point de vue socio-culturel. Ok. Oui. Point de vue éducationnel, point de vue socio-culturel. Pour l'enfant. Ok, d'accord. Oui. Alors, nous allons aborder le sujet, même nous parlons de sevrage linguistique. Qu'appelle-t-on sevrage linguistique, docteur? Le sevrage linguistique, c'est lorsqu'une personne n'arrive pas à avoir accès, n'a pas accès à sa langue, d'abord, ou il n'arrive pas à utiliser sa langue dans les aspects vitaux de la vie socio-économique. Dans les deux cas, on parle de sevrage linguistique. Alors, professeur, quelque chose à ajouter pour ça plus clair pour nous, sevrage linguistique? On connaît le terme sevrage, peut-être pour l'allaitement, ce sera plus facile, mais sevrage linguistique, est-ce que ça risque d'arriver? Bon, ça arrive souvent et puis nous établissons peut-être une certaine analogie entre les deux situations. Sevrage maternel, c'est lorsque la mère refuse volontairement de donner le lait maternel au bébé et souvent on fait une substitution artificielle. Et c'est ce qui se passe dans certaines situations, dans certaines familles par rapport à cet enfant qui en principe devrait recevoir de ses parents les outils linguistiques dans la langue maternelle. Mais souvent, c'est chez les intellectuels. On pense qu'il faut commencer immédiatement à parler français à l'enfant pour qu'il puisse être bien, très brillant à l'école. Puisque tout ce qu'il fait à l'école, c'est en français. Bien sûr, c'est en français, mais il faut que ces enfants aient d'abord des acquis avant d'aller. Parce que il y a un niveau plus bas. Le niveau plus bas, c'est la compétence linguistique, c'est la richesse. Je vais à la chasse avec des outils de chasse. Je ne peux pas aller directement pour trouver les outils au champ. Sur le terrain. Voilà, si j'arrive et puis un lion m'attaque, je vais faire quoi? C'est quelque chose comme ça. Donc, les éléments qui constituent les éléments de base pour l'enfant, ce sont les éléments, c'est les différents types de vocabulaire dans sa langue maternelle qui pourraient lui permettre d'avoir accès facilement par comparaison aux éléments de l'autre langue comme le français par exemple. Donc, lorsque nous refusons volontairement de parler notre langue à l'enfant, c'est que implicitement, nous lui refusons tous ces éléments-là, toutes ces richesses-là. Et donc, je dirais que le sevrage, c'est le refus par les parents de parler leur langue maternelle à l'enfant. Ce n'est pas l'enfant qui est fautif, c'est le parent lui-même ou les parents lui-même et eux-mêmes. Et donc, finalement, lorsque l'enfant commence avec une autre langue, il n'a plus de pied sur terre. Ça veut dire qu'il n'a plus un soubassement au niveau culturel, au niveau linguistique. Donc, les compétences commencent en l'air comme ça, sans aucune base à partir de ce niveau-là. Alors, quelles peuvent être les conséquences de ce sevrage linguistique? Oui, il y a plusieurs conséquences. Ça veut dire qu'il perd beaucoup d'outils linguistiques.
nous avons plusieurs types de vocabulaire. Le vocabulaire de la parenté dont nous avons parlé, le vocabulaire mathématique, le vocabulaire nutritionnel, le vocabulaire de l'habillement, des outils de la maison, outils culinaires, etc. C'est des richesses qui auraient pu peut-être permettre à l'enfant d'établir une certaine comparaison et d'avoir des éléments de base pour affronter les éléments dans la langue française, par exemple. Donc, ça cause tout. Et vous voyez, ça fait peut-être quelque chose de mince. Il n'aura que les outils linguistiques du français, alors qu'il devrait avoir 2 cordes à son arc. Vous voyez, au cas où l'autre corde, il a une corde en réserve. C'est ce que les gens oublient. Et donc, la première corde qui constitue l'avant-garde, c'est l'antichambre, c'est sa langue maternelle, avec tous les outils linguistiques que cette langue regorge, lui permettant donc d'ajouter à cela les éléments du français, par exemple, ou de l'anglais dans d'autres situations. Alors, docteur, quelles peuvent être les conséquences, vous avez d'autres conséquences peut-être, du sevrage linguistique à partager avec nous? Oui, si l'acquisition ou bien la maîtrise de la langue maternelle est un atout pour apprendre d'autres langues ou d'autres disciplines, ça veut dire par conséquence que les enfants qui ne maîtrisent pas leur langue auront des difficultés à s'en sortir. D'ailleurs, même beaucoup de personnes, quand on voit déjà les transferts linguistiques, les interférences linguistiques dans les copies des élèves, déjà même jusqu'en terminale. Qu'appelez-vous interférences linguistiques? Quand l'enfant ne maîtrise pas les règles de la langue française et il interfère les règles de la langue, voilà, de sa langue maternelle. On remplace un mot français voilà, par un comme on dit par exemple, maman frappe la sauce à maman, les pots désir. Voilà. Donc c'est un cas d'interférence linguistique où l'enfant, il a mis dans le français la structure qu'il a importée de sa langue. Parce que justement, il n'a pas réussi à établir la frontière entre les deux. Parce qu'il faut d'abord maîtriser la première langue. En ce moment-là qu'on peut établir. Et maîtriser ses frontières. Et voir où est-ce qu'il faut s'arrêter dans l'application des règles d'une langue. Voilà. Secondo, sur le plan éducatif, il peut aussi avoir des difficultés puisque le conflit linguistique, la langue qui devrait lui permettre d'acquérir d'autres connaissances, il n'a pas résolu ce conflit-là. Il peut avoir des difficultés à acquérir d'autres connaissances aussi. Donc c'est ce que je peux dire comme conséquence en attendant. Ok. Alors, jusqu'à quel âge l'on doit apprendre foncièrement ou fondamentalement sa langue maternelle, puisque vous dites que c'est le soubassement pour apprendre d'autres langues, pour acquérir d'autres connaissances, mais on ne va pas quand même aller jusqu'à 30 ans pour commencer par apprendre. Oui. Jusqu'à quel âge on doit apprendre sa langue? Et maintenant, et si on stoppe là, on ne va pas dire qu'on est dans une situation de sevrage linguistique, professeur. Généralement, quand l'enfant commence à babiller, à faire naître les premiers mots, il a commencé à apprendre sa langue, ou à parler sa langue maternelle. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Bon, on parle aujourd'hui de la reprise de l'enseignement des langues nationales au Togo. On se dit, à partir du C1, on pourrait introduire les langues maternelles dans les établissements primaires, par exemple. Donc ça suppose que les enfants, à partir de 2 ans, 3 ans, qui maîtrisent bien leur langue, pourraient avoir beaucoup plus de force si on introduisait ces langues-là à partir du C1, par exemple. C1, C2. Dans d'autres pays, comme par exemple au Burkina Faso, il y a des écoles pilotes dans ce sens. Donc, les enfants commencent avec leur langue maternelle jusqu'au C1, C2. Et à partir du CM1, peut-être on peut glisser un peu les éléments du français. Et on peut rattraper au niveau du CM2. Certains même ont été présentés au CPD. Ils n'ont fait que les enseignements dans leur langue maternelle jusqu'au CM2. Et donc, ils ont été présentés au CPD avec ceux-là qui ont fait directement les éléments en français. Mais ils ont été vraiment brillants. Ils ont réussi avec de fortes notes, de fortes moyennes. Ouais. Donc, c'est une expérience qui a été faite qui montre effectivement qu'avec la maîtrise des éléments de sa langue maternelle, on a beaucoup de force à réussir avec les éléments du français. Alors, docteur, quelque chose à ajouter? Jusqu'à quel âge on doit supposer que l'enfant maîtrise maintenant sa langue et donc lui ajouter une autre langue? Bon, il faut dire, on peut fixer cet âge-là approximativement à l'âge de la scolarisation. Genre à 7 ans, déjà, on sait que l'enfant a... Là, ça c'est sûr qu'il maîtrise. Il a maîtrisé parce que là, il peut faire beaucoup de phrases. On sait que le fondement y est. Donc, on peut ajouter les autres langues. C'est d'ailleurs pour cette raison, comme vous l'avez dit tantôt, que avant, on attendait que la main arrive à l'autre côté jusqu'à l'oreille. Là, on sait que ça, voilà. Donc, ce que je peux dire pour ajouter à ce que le professeur vient de dire. Alors, en tant que linguiste, vous êtes enseignant-chercheur au département de linguistique à l'université de Lomé. Oui. En tant que linguiste et membre de Erlenco, l'équipe de recherche,
Alors, que faites-vous pour que de telles choses puissent être connues du public? Que faites-vous pour alerter sur une telle situation des conséquences du sevrage linguistique, docteur? Bien, et il faut dire que le Airlinko est là il n'y a pas vraiment très longtemps. Nous sommes en train de mettre en place les fondements pour asseoir une dynamique interne. Et je crois que on a atteint déjà un certain niveau. Déjà en venant ici, ça montre on a déjà atteint un certain niveau. Et les autres choses, nous sommes en train de préparer une série d'activités qui vont nous mettre en contact avec les populations locales pour pouvoir communiquer avec eux. Il y aura des sensibilisations, il y aura des ateliers et autres activités qui sont en train d'être programmées pour pouvoir promouvoir le renforcement des capacités cognitives des acteurs sur l'importance des langues maternelles. Okay. Professeur, autre chose à dire sur les activités que vous faites à Airlinko pour alerter sur une telle situation, et peut-être qu'il y a d'autres risques qu'on ne connaît pas, dont on ne parle pas sur ce plateau, mais que vous, en tant que spécialiste des langues, vous connaissez, sur lesquels il faudrait quand même que vous édifiez la population? Effectivement, en dehors de nos recherches pures et dures, nous faisons également, je peux dire, de la sensibilisation. Nous venons de faire une conférence il y a de cela 2 semaines, 3 semaines, et nous avons inséré un volet sur le concours d'éloquence en langue maternelle. Ça, c'est un élément d'essai. On l'a fait l'année passée. Cette année, on a fait une seconde édition. Concours d'éloquence en langue maternelle. Concours d'éloquence en langue maternelle. Chaque candidat inscrit vient tirer un sujet, on le lui lit dans la langue maternelle, ça peut être l'évé ou le cabiais. Bon, prochainement on va ajouter d'autres langues, et le candidat a 5 ou la candidate a 5 minutes pour présenter le sujet sans mélanger le français. C'est déjà une manière d'amener nos apprenants à comprendre la nécessité de produire le discours dans la langue maternelle. C'est un acquis. Il y a certains étudiants qui ont réussi, d'autres ils ont essayé et ils ont compris qu'il y a intérêt à continuer, parce que vraiment il faut être conscient de ce qui se passe, de cette carence. Et ce n'est pas évident de développer toute une thématique uniquement en parlant sa langue, ne pas le mélanger avec d'autres. En tant que linguiste, nous disons que c'est une erreur. Une erreur grossière, c'est comme ça que nous, les Noirs, nous pensons. Alors, est-ce que les Chinois mélangent le cabiais quand ils parlent? Est-ce que l'Allemand, dans sa langue maternelle, mélange le moré, mélange le bambara? Comment se fait-il que c'est nous, Noirs, qui mélangeons les éléments des autres langues lorsque nous parlons notre langue maternelle? C'est un problème de conscience. Dès que je commence à présenter un élément, je sais que je suis en train de le faire en éveil. J'ai ma conscience que je ne choisirai que des mots élevés, je ne considérerai que des phrases élevées. Et là, cette conscience bloque tout élément venant d'ailleurs. C'est un problème de conscience d'abord. Et avec cette habitude, eh bien, avant, il y avait le signal. Le signal, c'était de ne pas mélanger le français et d'autres mots avec le français. De ne pas mélanger la langue maternelle. Je ne sais pas si c'est ça qui a fait que les gens ont pris cette habitude. Donc, maintenant, nous inversons la situation. Comment parler, par exemple, la langue Ncham, le thème, le cabiais, l'évé en 5 minutes sans mélanger le français. Prenons conscience que je ne parlerai que évé sans mélanger. Et déjà, nous amenons nos étudiants à prendre cette conscience, à la transférer même à leurs petits frères, en famille, pour que nous puissions ensemble comprendre ce phénomène qui risque de nous enlever totalement notre, je dirais, notre patrimoine linguistique. Un jour viendra nécessairement, on ne pourra même plus parler la langue maternelle, si on ne fait pas attention. Et donc, nous ouvrons vraiment cette brèche pour parler à l'endroit des parents, je dirais, ce langage sincère et puis franc, de faire en sorte que nous puissions être conscients. Parler français, c'est bon, mais il faudrait que nous puissions asseoir la compétence linguistique dans notre langue maternelle comme un fondement, et plus tard l'enfant aura la facilité d'ajouter des éléments en français. Alors, merci beaucoup, professeur. Docteur, quelles solutions existent aujourd'hui pour aider les gens à parler leur langue maternelle? Parce que peut-être aujourd'hui, à travers cette émission ou à travers vos actions, les gens prennent conscience de la situation, mais peut-être ils sont âgés, ils ne peuvent plus aller, peut-être même qu'il n'y a pas de centre de formation pour parler leur langue. Que fait-on, ou bien que faites-vous pour aider ces gens-là à avoir cette facilité de parler leur langue? Justement, lors de la conférence de la fois passée que le professeur vient de signifier tout à l'heure, nous avons exposé certaines possibilités que nos langues ont
pour être apprises à travers le numérique. Et nous travaillons à travers le numérique, justement. Okay. Parce que le numérique, nous sommes à l'aide du numérique et le numérique présente beaucoup d'avantages, beaucoup d'atouts pour l'apprentissage de nos langues maternelles. Et si on le fait avec le français et d'autres langues, pourquoi ne pas le faire avec nos langues? Et personnellement, c'est mon combat, comme on dit souvent, c'est mon combat à moi de pouvoir présenter aux locuteurs des langues nationales togolaises les possibilités qu'offre le numérique. Et c'est pour cela qu'à titre d'exemple, j'ai conçu une application qui est en cours d'exécution. Et bientôt, ce serait sur le marché, on pourra le télécharger. Et c'est une application qui permet d'apprendre une langue locale. Donc, à titre d'exemple, nous avons pris le Incham qui a servi d'exemple de modèle. Et une fois que c'est fait, qu'on appelle communément le Bassar, justement. Donc, une fois que le modèle aura réussi, on pourra l'appliquer à d'autres langues, de telle sorte que chacun puisse télécharger selon la langue qui l'intéresse. Vivement que cette application sorte vite pour nous permettre de pouvoir apprendre facilement nos langues. Au-delà de ça, y a-t-il d'autres moyens, docteur? Vous développez une application, oui. Mais est-ce qu'il y a d'autres moyens pour apprendre? Il y a des sites web, il y a pas non seulement, ce n'est pas seulement mon application, il y a d'autres personnes qui sont sur cette initiative. Okay. Il y a des sites web aussi, il y a aussi des réseaux sociaux, et il y a aussi les académies, Kabier et EV qui utilisent par exemple les plateformes WhatsApp pour créer des groupes où les membres des groupes ont comme mission d'apprendre eux-mêmes à mieux s'exprimer en langue et de pouvoir répondre les résultats de ce qui est obtenu dans le groupe au sein de leur cercle. Alors, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission puisque nous parlons de la langue maternelle. Les Nations Unies ont dégagé une journée pour célébrer justement ces langues maternelles. À travers cette émission, nous voyons que c'est important en tout cas d'avoir une langue maternelle et de la maîtriser. Alors, c'est la journée du 21 février qui est choisie comme journée internationale de la langue maternelle. Professeur, parlez-nous un peu de l'utilité d'une telle journée en quelques mots. La journée internationale de la langue maternelle, c'est le jour où on prend vraiment conscience qu'il faut faire en sorte que nous ne perdions pas notre racine linguistique. Et dans le monde, cette journée est célébrée pour voir quels sont les éléments sur lesquels il faut mettre l'accent. Alors, pour cette année, le 21 février 2024, l'UNESCO a mis l'accent sur l'éducation multilingue, c'est-à-dire, en dehors de la langue maternelle, il est possible d'ajouter d'autres langues pour donner la force à l'enfant en tant que pilier dans l'apprentissage. Et que l'élément que l'enfant apprend, qu'il sache qu'il a un background linguistique, un arrière, c'est-à-dire un standing linguistique sur lequel il va asseoir un deuxième élément. Et donc, ils ont insisté sur l'apprentissage intergénérationnel dans ce sens-là. Et donc, l'éducation devrait être multilingue. Mais si c'est multilingue et ça exclut la langue maternelle, ça fait un problème. Donc, c'est pourquoi l'UNESCO attire l'attention des populations, des parents, de prendre conscience de telle sorte que les enfants puissent vraiment maîtriser leur langue maternelle pour avoir des forces de s'ouvrir à l'acquisition d'autres langues. Merci beaucoup à vous, professeur. Nous arrivons à la fin de cette émission, mais avant de vous laisser partir, je vais vous permettre de laisser un dernier mot, docteur, vos derniers mots pour conclure cette émission. Oui, pour moi, lutter contre le sevrage linguistique, c'est un devoir d'abord qui incombe aux parents et ensuite aux adultes, parce que les adultes aussi peuvent être victimes du sevrage linguistique dans la mesure où ils peuvent bien sûr utiliser la langue pour parler, mais ils ne peuvent pas l'utiliser dans les secteurs vitaux de la vie socio-économique, comme dans le commerce, comme dans la santé et tout cela. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'information, de la communication, où la communication orale à elle seule ne suffit plus. Il faut aussi de la communication écrite pour appuyer la communication orale. Beaucoup d'adultes sont là, ils ne savent lire dans aucune langue. Mais s'il y a un phénomène, s'il y a un problème qu'il faut diffuser rapidement, ils ne peuvent pas lire. Donc, ils sont aussi victimes d'un sevrage linguistique. Donc, nous avons intérêt à lutter ensemble pour que les populations à la base puissent avoir accès à leur langue maternelle. Merci beaucoup. À vous, docteur Nyandi Nabine. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Lomé, également membre de l'équipe de recherche en linguistique et communication Erlinco à l'Université de Lomé. Merci beaucoup, docteur, d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir. Professeur, vos mots de fin.
Merci. Je souhaiterais que cette émission puisse être reprise ou répétée pour s'ouvrir à d'autres axes de discussion par rapport à la conscientisation des populations. Nous sommes disponibles en tout cas pour Nous-mêmes, recevoir. nous sommes partie prenante, puisque nous sommes dans ce sillage de sevrage linguistique. Nous constatons cela, surtout, c'est les intellectuels. Et donc, c'est un appel à l'endroit des parents de faire un effort, en commençant par nous-mêmes, que nous ayons conscience que nous risquons de perdre notre racine culturelle à travers la langue, que nous reprenions les éléments pour commencer à se dire qu'on va parler la langue et transmettre ça à nos enfants, afin qu'ils puissent eux aussi avoir, je dirais, une base avant de s'ouvrir à l'apprentissage d'une autre langue comme le français par exemple. Merci beaucoup. À vous, professeur Kokou et Sodina Perret, enseignant-chercheur à l'Université de Lomé. Vous êtes le responsable de l'équipe de recherche en linguistique et communication, Erlenco. Merci beaucoup, professeur, d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour cette émission qui est très capitale et très importante pour nous tous. Merci beaucoup. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de l'invité. Je vous retrouve tout à l'heure dans la suite du programme du soir et ce sera d'un regard croisé.